Donc je dois excuser Annick Schnitzler, retenue par d'autres obligations. C'est donc moi qui vais la remplacer, même si c'est difficile de remplacer Annick. Alors, quand même, quelques termes, puisqu'on parle de friche et on parle de nature férale. Ça n'a pas été exprimé par Thierry Lefebvre, donc je vais le faire. La nature férale, ça vient quoi? De l'animal féral, un animal domestique ou issu d'élevage, donc complètement dû à l'homme, et qui redevient sauvage. On parle de marronnage. Tout simplement, on ne parle plus de l'animal, on parle d'habitat, de milieu. Donc, on étend la notion de féralité à la nature entière. Donc c'est tout milieu. Les Anglais, d'ailleurs, ont l'adjectif féral, qui est tout à fait synonyme de l'adjectif wild, donc sauvage. Tout milieu à usage humain, agro, silvo, pastoral, industriel, pourquoi pas, qui tout d'un coup est abandonné, et donc laissé en libre évolution. Donc la féralité, quelque part, ça peut être considéré comme une restauration écologique. Mais j'ai mis restauration entre guillemets parce qu'on ne revient jamais au point de départ. Et ça, on pourra y revenir. Tout le monde s'accorde, les géographes ont défini les friches depuis très longtemps. Terre cultivée puis abandonnée. Il y a de multiples exemples, on va le voir. Ce qui est important à dire, c'est que la friche, c'est le point de départ de milieux à évolution spontanée, mais de tout type de milieu. Je voudrais revenir quand même sur tous ces problèmes de perception parce qu'ils sont fondamentaux. Hier, on en a parlé lors de notre atelier sur l'éthique de la naturalité. Les friches ont toujours été détestées, pas toujours d'ailleurs, mais on va dire chez nous, elles n'étaient pas très bien considérées, même si elles faisaient partie autrefois du système agricole, puisqu'on parlait de jachère, pratiquement du Moyen-Âge à la veille de la Révolution française. C'est la Révolution française et le siècle des Lumières qui marque un coup d'arrêt à la considération ou l'acceptation plus ou moins forte des friches. Et donc, à partir de là, la friche, elle est associée, de toute façon, elle a toujours été associée à toutes les crises. Crises humaines, politiques, sanitaires. Donc la friche est collée à des phénomènes finalement de catastrophe pour l'homme. D'où sa mauvaise réputation. Elle est associée à la dévitalisation, et donc le mot qui ressort chez les géographes, c'est l'horreur sociale. Du point de vue écologique, eh bien, qu'est-ce qu'on lui reproche à la friche? Dès que les gens voient arriver une friche, ils parlent de perte de biodiversité. Alors là, c'est un manque total de rigueur scientifique. On devrait parler au minimum de changement de biodiversité. Je renvoie aux conséquences écologiques et de la prise agricole, un programme mené par le ministère de l'Environnement il y a pratiquement maintenant 25 ans, qui était beaucoup plus mesuré que certains propos tenus par des gestionnaires, bien évidemment, mais surtout même par certains scientifiques. Donc, voilà ce qu'on lui reproche. Ensuite, envahissement par les exotiques, c'est pas faux. Mais enfin, s'il n'y avait que les friches qui étaient la porte d'entrée des exotiques, on serait content. Malheureusement, il y a énormément d'exotiques et d'invasives dans tout type de milieux maintenant, même des milieux, entre guillemets, gérés ou exploités. Voir le Prunus serotina en forêt, par exemple. Risque d'incendie et d'avalanche. Alors voilà, bon, quand on veut éliminer son chien, on l'accuse de la rage. Donc finalement, la friche, elle est la cause de tout, quoi. Les incendies, c'est personne qui met le feu, c'est les friches. Donc les avalanches, pareil. C'est pas les déboisements, c'est la friche. Alors ce qui ressort, c'est la banalisation, c'est ça le terme. Du point de vue psychologique maintenant, c'est très important, donc du point de vue culturel. Quand vous regardez dans la littérature, notamment les géographes, les historiens, les mots qui ressortent, ce sont des mots qui sont associés à la maladie, lèpre, cancer, etc. Jamais des mots positifs, aucun. Enfin, du point de vue idéologique, parce que ne vous y méprenez pas, derrière tout ça, il y a des valeurs, des systèmes de valeurs profonds, la friche, elle est hors du productivisme, puisque c'est arrêt de l'agriculture. Elle est hors de la maîtrise technique, on n'y fait plus rien. Et elle est hors des conventions sociales. Pour reprendre l'expression du géographe Roger dans son court traité du paysage, la friche, c'est l'anarchie. Alors, deux images pour bien caler ce que les gens perçoivent quand ils voient tout d'un coup qu'une terre agricole, pâturée ou cultivée, est envahie par la colonisation arbustive, c'est la fermeture. Alors là, il y a eu des fantasmes autour de ça, je l'ai mis aussi entre guillemets. Évidemment, regardez la charge émotionnelle forte du terme, fermeture. Qui a envie d'être enfermé? Personne, Tout le monde aspire à la liberté. À côté de ça, l'ouverture est extrêmement mieux considérée. Tout le monde aime l'ouverture. Ouverture d'esprit, par exemple, etc. Et les invasives, on ne peut pas le nier. Il y a actuellement des couloirs qui sont faits aux invasives. Ici, vous avez un exemple dans la plaine en Lorraine, donc dans la vallée de la Moselle, avec la renouée du Japon. Alors, malgré tout, il y a toujours eu des éco-résistants, des résistants, des penseurs qui pensent autrement. Un autre regard, j'en ai cité quelques-uns. Je vais m'attacher à Gilles Clément. Gilles Clément, pour ceux qui ne le connaissent pas, il se définit comme un jardinier paysagiste. Il a toujours travaillé avec la friche. Et il a écrit dans le Tiers paysage, ce petit recueil que je vous recommande, qu'il fallait instruire l'homme à ne rien faire. Donc, si vous voyez ce que je veux dire pour les gestionnaires. Et sinon, Rodolphe Christin, qui a écrit un très très bon livre qui s'appelle Dissidence de la broussaille, qui est un petit traité magnifique sur les friches, intéressant.
Alors, la friche donne naissance à une grande diversité de situations liées à quoi? À la variété des climats, des sols et des conditions écologiques, logique. Quelques exemples. Voilà la vallée de la Moselle. Ce tronçon s'appelle la Moselle sauvage. C'est un site qui est multiples statuts, réserve naturelle régionale en Lorraine, site Natura 2000, site du conservatoire. Et c'est suffisamment rare pour ne pas le citer. Donc le conservatoire des sites lorrains a eu le courage de prendre le choix de ne rien faire, de ne pas intervenir sur les prairies riveraines, mais au contraire de laisser les prairies évoluer vers des boisements, même avec des invasives, des boisements alluviaux. Un exemple pris en zone méditerranéenne, avec l'avancée du chêne vert. Un exemple pris en milieu atlantique, une lande abandonnée après la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez le pin et au centre, là, si vous arrivez à le deviner, un if. Et puis, climat tropical, on est à la Martinique. Le climat tropical permet une profusion d'espèces qui reviennent sur des terres agricoles. Aussi des exotiques, bien sûr. Et puis, une petite image quand même en Europe. J'aurais pu en prendre plusieurs, dans plein de pays. Ça touche la Slovénie, la Slovaquie, enfin, tous les pays sont concernés. Avec un chiffre extrait d'un rapport récent qui prévoit que d'ici 2030, a priori, il y aurait entre 130 et 170 000 km² de terres agricoles abandonnées en Europe. Surtout dans les moyennes montagnes, mais pas seulement. Là, vous avez une image en plaine, c'est la région de Smolensk, en Russie. C'est pas la Russie la plus abandonnée. Et vous avez des kilomètres carrés. Vous parcourez des dizaines et des dizaines de kilomètres, et de chaque côté, vous avez ce paysage. Ça, c'est l'éclatement de l'Union soviétique, la fin des kolkhozes, la fin de l'agriculture, non seulement l'agriculture industrielle à la russe, mais la fin aussi de la petite agriculture, car les hameaux, les villages se vident. Il y a un exode rural très très fort. Et puis, quelques images pour montrer que la friche, c'est pas que agro-silvo-pastoral, c'est pas que rural. La friche existe en ville. En haut à gauche, c'est Berlin. La friche existe dans les zones évidemment industrielles. Un exemple en haut à droite, Aumécourt, en Lorraine. En bas à droite, c'est la raffinerie de Reichstätt en Alsace, donc un ancien site industriel, sol pollué, mais la nature revient. Et puis vous avez la plus belle nature férale qui existe actuellement, mais d'un type nouveau, d'un type spécial, irradié, probablement pour des siècles et des siècles, c'est les terres libérées par la catastrophe de Tchernobyl, avec particulièrement du côté biélorusse une réserve radiologique de 30 km de rayon. Comptez, ça fait 3000 km². Alors la friche, c'est une étape dans la succession forestière. La friche ne reste pas friche herbacée à stade de végétation basse pendant longtemps. Il peut y avoir des phénomènes de blocage, ça c'est clair, liés à la chimie des sols. Et Annick en parlerait bien mieux que moi. Mais des 5 stades qui constituent la succession, selon Holdeman, 2 correspondent à ce qu'on appelle communément la friche, c'est-à-dire les stades d'installation et de prééquilibre. On va voir ça. Le stade d'installation, il y a apparition simultanée d'une multitude de phases, d'unités, on va dire, on ne va pas dire d'éco-unités, de dimensions variables. Et là, qu'est-ce qui domine? C'est des espèces à stratégie pionnière, que ce soit des arbres, des buissons, des lianes ou des herbacées. Également une faune, bien sûr, adaptée à ces milieux-là. Le stade de prééquilibre, lui, les arbres commencent à pousser, évidemment, il y a jonction des houppiers, et donc l'interruption de la lumière, et donc limitation des effets du macroclimat, des apports de graines possibles et protection du sol. On commence à voir apparaître un sol forestier. Et ce stade peut durer de quelques décennies au siècle, avant que les forêts soient considérées dans le stade mature. Un bel exemple, la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche. On est purement dans de la nature férale. Là. On est dans des friches qui ont évolué vers des milieux spontanés, des forêts, des boisements spontanés, qui ensuite évoluent vers des forêts matures. Avec quoi? Avec retour maintenant de saproxylique très intéressant, retour d'espèces de rapaces forestiers comme l'autour ou passage du loup par exemple. Il se passe en ce moment beaucoup de débats autour de la nature férale. Peut-être que M. Ackroyd en parlera, mais pour ma part, en tout cas par rapport à la culture que je peux avoir, il y a actuellement des débats sans fin entre écologues, scientifiques, anglo-saxons notamment. En haut à gauche, le livre de Emma Maris, qui il y a 3 ans déjà a fait un article qui avait eu un certain retentissement dans la revue Nature, où elle employait d'ailleurs pour la première fois vraiment le mot féral au sens qu'on lui donne maintenant. Et elle faisait un plaidoyer sur la question des invasives, qui sont toujours mal considérées, en rappelant tout simplement qu'actuellement, pas toutes les invasives bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et pas dans toutes les conditions, par rapport aux endémiques sur les îles, évidemment, ça peut être un cas particulier. Mais en zone continentale, elle estime qu'aujourd'hui, beaucoup d'invasives ont pris une place dans la fonctionnalité des écosystèmes, et ce serait absurde de vouloir lutter comme des shadocks, comme je l'ai dit hier à l'atelier, contre certaines espèces qui maintenant ont tout à fait leur place. Et puis, les sauvages d'aujourd'hui étaient peut-être les exotiques hier. Donc, il faut réfléchir à ça. Le deuxième livre est plus récent, 2013, Féral,
du journaliste environnementaliste et écologue Georges Monbiot, qui a fait qui a dû marquer les anglo-saxons, puisqu'il est surtout attaché aux îles britanniques. Il a osé s'attaquer au tabou du tout-mouton, qu'il appelle la vermine laineuse. La Grande-Bretagne est une catastrophe sur le plan de l'érosion des sols, de la perte de diversité biologique et surtout de l'anti-forêt, de l'anti-nature sauvage. Donc il s'est attaqué à ça dans un livre. Il annonce la couleur, féral, qui veut dire sauvage. Et évidemment, il reprend toutes ces notions, etc., de rewilding, qui est très à la mode, très tendance chez les anglo-saxons. Enfin, un livre d'écologie scientifique, un Novel Ecosystem, 2013, qui fait suite. C'est un collectif d'auteurs australiens, canadiens et Grande-Bretagne, absence des Européens totale, quasi, à l'exception de quelques Britanniques. Mais donc, Novel Ecosystem, les nouveaux écosystèmes, c'est la nature férale, entre autres. Alors, ils ont, dans ce livre, vocation à essayer d'expliquer ce que c'est que la nouveauté, c'est-à-dire passage d'un palier où l'écosystème ne peut plus, c'est irréversible, le changement est irréversible, on ne peut plus passer à l'écosystème de départ, dit historique souvent. Mais historique pour les anglo-saxons, les australiens, les américains, ça veut dire quand les aborigènes étaient là. Donc c'est propre à eux leur notion d'historique. Nous, on n'a pas du tout la même histoire en Europe, évidemment. Donc voilà, il y a un climat qui fait qu'actuellement on parle de plus en plus de nature férale dans les sphères scientifiques et aussi de gestionnaires, mais dans le monde anglo-saxon surtout. En France, on n'est pas si à la traîne que ça. Je rappellerai l'existence de Forêts Sauvages, l'association qui achète des forêts, mais quel type de forêt? Des forêts spontanées essentiellement. Retour après abandon de terres agricoles. Depuis 2005, Forêts Sauvages acquiert un certain nombre de milieux, notamment dans les gorges de l'Allier ou de la Loire. Les forêts spontanées ont été reconnues dignes d'intérêt puisqu'elles figurent dans l'inventaire des INEF en Lorraine depuis 2011. En 2012, donc avec Annick, on a signé un petit livre paru chez Quaeux, donc La France des friches, de la ruralité à la féralité, où on essaye de revenir sur ces notions écologiques et aussi sociologiques sur les friches. Et on fait un petit peu l'historique de la protection de la nature en France et comment les scientifiques comme les gestionnaires perçoivent les friches encore jusqu'à aujourd'hui. Enfin, le groupe de travail sur le wilderness et la nature férale de l'UICN qui se réunit depuis 2013. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que face à une friche boisée, le gestionnaire, il a toujours deux choix. Soit il bloque la sylvigénèse pour revenir à un milieu ouvert, soit il laisse la sylvigénèse pour aller, mais il ne la verra pas, c'est ça peut-être le hic, vers une forêt mature. Donc nous, on plaide pour, Annick ou moi, on plaide vraiment pour que la friche boisée et donc la nature férale soit reconnue dans les stratégies de conservation de la nature, puisque jusqu'à présent, les gestionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils restaurent vers le passé, sans état de référence, bien sûr, ou ils conservent le présent, et nous, on prêche pour laisser un peu évoluer des milieux pour la nature du futur. Il y a une place pour ça, je pense. De même qu'il faut penser donc aux friches et à la nature férale dans les stratégies de conservation, il faut aussi l'intégrer dans les politiques de la recherche. Très, très peu de travaux, on l'a vu en faisant la bibliographie, en France, mais pas seulement en France, même en Europe, sur ces milieux-là, qui sont souvent déconsidérés par les scientifiques. Voilà, en conclusion, miser sur ces milieux à évolution spontanée, ces friches, ces boisements spontanés, cette nature férale d'une manière générale, c'est effectivement un pari sur l'avenir. Et c'est peut-être ça qui gêne notre conscience à nous, c'est qu'on ne le verra pas, ce qui va se passer. En plus, on part vers des trajectoires aléatoires, on ne sait pas du tout vers où on va. Toutes ces éco-unités qui se forment là au départ, bien sûr, dès qu'on se raccroche au milieu forestier, des forestiers allemands, notamment en Sarre, ont essayé d'analyser en combien de temps on passe de la terre agricole au sol forestier. A priori, chez eux, sur des grès un peu argileux, ils estiment que ça se fait en 35-40 ans. Mais le sol forestier garde, et ce n'est pas M. Dupuy qui dirait le contraire, garde la mémoire de tout ce qui s'est passé autrefois, de toute façon. Mais peu importe, c'est la nature la plus forte, c'est la nature qui continue. Mais ces milieux-là, si vous voulez, on ne sait pas vraiment vers quoi ils peuvent évoluer, parce qu'il y aura les changements climatiques, parce qu'il y a des apports de nutriments qui se font encore, des dépôts de nitrates, et parce qu'il peut y avoir un usage quelconque qui, de toute façon, vienne interrompre cette évolution spontanée. Toutefois, nous, si on prêche pour ces milieux à prendre en considération, c'est parce qu'on pense quand même que ça peut mettre en place de nouveau des réseaux trophiques robustes, capables peut-être même de nous surprendre positivement par rapport aux changements globaux, par rapport à des milieux qui seraient en permanence sous perfusion. Et puis ça peut permettre, si les espaces sont suffisants, le retour des grands herbivores et évidemment de la place pour les grands carnivores.
Seulement, on l'a vu aussi hier dans l'atelier, ceux qui étaient là peuvent en témoigner, l'atelier sur l'éthique, il y a un vrai problème culturel en France, qui est propre à la France d'ailleurs. Ça a été dit par un journaliste allemand il n'y a pas longtemps dans le Courrier international. La France est le pays du fromage, des bons petits plats et des bons produits. Tout ça, c'est le résultat d'un paysage qui est hyper léché, hyper humanisé, hyper anthropisé, et qui laisse aucune place à la nature sauvage. Ça fait d'ailleurs très rire les Allemands ou les Américains. Inversion des valeurs, c'est ça qu'il faut. Et alors ça, j'ai pas de recette miracle. Sinon, on en a un peu discuté hier, emmener peut-être les gens la nuit pour ressentir peut-être des émotions profondes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une coupure là. Et Bernard Boisson dirait une coupure de la coupure. Donc, inversion des valeurs, plutôt que de voir de la banalisation dans ces milieux, voire plutôt de la diversification. Guy Escurel, l'ethnologue, disait que la friche, c'est la diversification de la vie. Tout ça, c'est qu'une question d'échelle spatio-temporelle. On l'a aussi dit hier lors de l'atelier. Et puis, plutôt que de vouloir bloquer en permanence, entretenir, oser laisser évoluer. Je vous remercie.